Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. Si nous votre bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est toujours avec notre éditorialiste Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan, candidat du FPI à la présidentielle. Et il faut dire que le Front populaire ivoirien, le FPI, a tenu un congrès ce week-end à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, où le choix a été porté sur Pascal Affi-N'Guessan pour représenter le parti aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu en 2025. Pascal Affi-N'Guessan sera une nouvelle fois candidat à l'élection présidentielle et ce congrès a pu mobiliser plus de 4500 délégués venus de partout pour porter leur choix à plus de 99% sur le président donc du FPI comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Ce sera sa deuxième participation aux élections présidentielles. Pascal Affi-N'Guessan, une nouvelle fois, mérite ou a pu obtenir la confiance de sa base. Tout à fait. Dans son discours, il a insisté sur le pourcentage de 99, je ne sais plus combien, 30 et quelques pourcents, en disant en disant que ça montre la confiance que les gens ont en lui et il le lie également au parcours, au combat qu'il a mené depuis fort longtemps pour la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on en a parlé ici au niveau de décryptage, le FPI a subi une crise. Ils ont dû même suspendre un certain nombre de membres pendant un certain nombre d'années, exclure également un certain nombre de membres pendant un certain nombre d'années. Ça veut dire que le FPI même rencontre des difficultés. Alors que bon, s'il faut le comparer au FPI original, n'oublions pas que le FPI est devenu plusieurs morceaux. Il y a une partie avec Simone, parce qu'elle n'a rejoint ni le FPI ni Gbagbo. Il y a une partie avec Gbagbo, avec le PPSCI. Il y a une partie également avec le jeune de Gbagbo qui n'est pas revenu dans les rangs et qui de plus en plus fait chemin. Vous voulez parler de Blé Goudé? Tout à fait. Qui fait son chemin progressivement et bon, il en parlait de moins en moins, mais aujourd'hui, il en parle de plus en plus. Il se met dans une posture de candidat à l'élection présidentielle. C'est pourquoi il réclame l'amnistie pour pouvoir être beaucoup plus libre. Donc, il y a un Pascal Affi-N'Guessan qui a pu mobiliser 4500 délégués. Maintenant, la question à se poser, c'est quelle mobilisation? Parce que s'il a mobilisé 4500 délégués, ça veut dire que le FPI vit. Parce qu'un délégué suppose qu'il y a un très grand nombre de personnes qui se trouvent derrière. Ben, est-ce que c'est des délégués ou bien est-ce que c'est ce qu'on voit souvent en Afrique? Quand on veut remplir les salles, on part voir les organisations de femmes, les organisations de jeunes, on distribue des t-shirts, des casquettes et des gadgets. Eh bien, même si vous voulez remplir un stade, vous pouvez le faire assez facilement. Maintenant, ce n'est pas ici l'indication. Les élections, c'est dans 1 an, on verra ce que ça va donner. Parce en faisant le premier congrès, après la bataille avec Gbagbo sur la paternité du FPI, c'était 11 000 délégués. Oui. Mais les élections qui ont suivi n'ont pas semblé montrer que c'était 11 000 délégués qui étaient sur place. Ben, ici, on va voir effectivement qu'est-ce que cela va donner. Et bon, Pascal a raison également, s'il veut être candidat, c'est le moment parce qu'il ne faut pas attendre le moment de la campagne électorale pour se dire je suis candidat et essayer de convaincre les gens. Mais il y a tout un travail à faire de terrain avant la campagne pour qu'on mette en place une machinerie. Parce qu'en fait, c'est ça les élections. Ce n'est pas le candidat seulement qui va faire la campagne, c'est des équipes qui vont faire la campagne, bien sûr, sous le leadership du candidat. Alors, Pascal Affi-N'Guessan a été presque plébiscité, 99,34%. C'est comme si on lui avait donné les 100%. C'est-à-dire qu'il était aussi aimé dans le parti, parce que vous l'avez dit, il y a eu des sanctions, des suspensions. Comment comprendre ce score? Est-il finalement un héros sans combat ou un héros qui a triomphé même avant le combat? Ben, est-ce qu'il n'est pas plutôt dans la posture de propriétaire d'un parti? Oui, c'est également parce qu'en Afrique, c'est ça le plus gros problème que nous avons. Un parti, je le rappelle ici chaque fois, c'est une association politique. Il n'est pas logique, il n'est pas normal que l'on considère un parti comme une propriété. Bien que malheureusement, c'est cela la réalité. Parce que souvent,
il y a un propriétaire, et parce qu'il y a un propriétaire, tant que le propriétaire est candidat, personne ne doit être candidat. Quelqu'un même qui de façon démocratique, je dis bien de façon démocratique, c'est-à-dire sans aucune hostilité par rapport au premier responsable du parti, qui déclare sa candidature, on commence à le considérer comme un dissident, alors que dans un parti, il est tout à fait normal, quand il y a des cadres, qu'il puisse y avoir 4-5 personnes qui puissent dire, mais attendez, moi je veux au nom du parti être le candidat à l'élection présidentielle. Et ça ne devrait poser aucun problème. Mais malheureusement, souvent, dans les partis politiques, cela est considéré comme presque une menace par rapport à la personne du président ou du secrétaire général en fonction de l'appellation qu'on donne. Et ça fait que souvent, effectivement, on nous parle de candidats naturels. C'est-à-dire que quand un autre sort pour être candidat, à la limite, il devient un candidat surnaturel. Donc, quelqu'un qui vient un peu fausser les donnes. Mais si on est dans cette logique, il aurait pu avoir 100%, ça n'aurait surpris personne. Ça aurait été intéressant que ceux qui ont été exclus, en particulier l'avocat qui conteste sur plusieurs, qui a constaté sur plusieurs périodes ce qui se passe au point même d'aller en justice, mais qu'on lui donne à l'interne la possibilité d'être candidat. Oui. Et voir ça. Voilà. Maintenant, si devant ces dissidents, candidats à l'intérieur du parti, il obtient 99%, on peut parler de plébiscite. Mais il était candidat contre qui? Ça devient assez facile en ce moment. Okay. Ça fait que faut pas qu'on se laisse tromper par les pourcentages. On peut avoir de très grands pourcentages en fonction du type d'élection. Voilà, en fonction du type d'élection qu'on a organisé. Maintenant, il est vrai qu'il a un parcours. Il faut le lui reconnaître. Il a été Premier ministre. Ne l'oublions pas, sur une période dure d'ailleurs avec le président Gbagbo. D'abord en transition et puis avec Gbagbo. Tout à fait. Il a été également maire. Il a été député, on l'a vu effectivement dans des combats pour la Côte d'Ivoire à côté du président Gbagbo. Ça, il faut reconnaître qu'il a un parcours, il a la stature, il a le profil pour être un candidat. Maintenant, reste à savoir est-ce que les Ivoiriens le choisiront ou pas. Alors, il est porté, en tout cas, comme candidat par le FPI pour la prochaine élection présidentielle, l'élection présidentielle qui aura lieu en 2025. Quel selon vous, sur l'échiquier politique ivoirien, son positionnement aujourd'hui par rapport à cette élection, si vous voulez, si on veut évaluer le poids des candidats, de ceux qui s'annoncent pour le moment, c'est vrai, on sait que pour le parti au pouvoir, on n'a pas encore tous les détails, mais dans nos positions, Pascal Affi-N'Guessan à la présidentielle de 2025, comment vous l'évaluez, vous? J'ai pas compris qu'il se précipite pour dire il est candidat. J'aurais bien compris qu'il soit le président du parti. Ça montre qu'il est déjà à 80% le candidat du parti. Mais là, c'est clair. Il est le candidat. Non, c'est très clair. N'oublions pas que lors de la dernière crise liée aux élections en Côte d'Ivoire, il fait partie de ceux qui avaient dit qu'ils vont mettre en place un gouvernement à part. Il avait d'ailleurs fait la prison pour ça. Tout à fait. Il avait été arrêté, emprisonné pendant plus de 2 mois, libéré d'abord sous contrôle judiciaire avant que le contrôle judiciaire ne soit levé. Pendant cette période, ce qu'il défendait, c'est qu'au niveau de l'opposition, personne ne peut gagner le parti au pouvoir. Il fallait qu'il y ait un rassemblement. Mais avec l'attitude qu'il vient de prendre, il est plutôt dans l'autre sens. L'autre élément, on lui reproche en Côte d'Ivoire le fait de s'être mis en conflit plus ou moins avec tout le monde. Tout le monde, oui. Son conflit avec Gbagbo, jusqu'à présent, les gens n'ont pas compris parce que Gbagbo n'en parle pas. Lui également, il n'accepte jamais d'aller dans le fond de ce conflit. On lui a posé il y a 3 ans, je crois, la question concernant, je crois que c'était en 2021, puisque quand il faisait le premier congrès, il avait invité Simone. Oui. Et elle n'est pas venue. Donc ça avait suscité des questions. Bon, un bon politicien, il a dit non, il y a dû peut-être quelque chose qu'il a retenu, mais eux, ils considèrent Simone comme membre du FPI parce que Simone n'a pas démissionné du FPI, alors que par la suite, on a vu que Simone est allé en train de faire son chemin à part, qui n'a plus rien à voir avec le FPI qui est dirigé par Pascal Affi-N'Guessan. L'autre élément, des gens le soupçonnent de vouloir se présenter très tôt pour très certainement ouvrir la voie à des coalitions. Parce que dans ses déclarations, il l'a dit de façon très claire lui-même, il a dit que des coalitions sont possibles
Et il a bien précisé que rien n'est exclu. Certains commencent à se dire, mais le monsieur sait qu'il n'est pas en mesure de gagner la présidentielle, il va peut-être chercher une coalition confortable où, en venant, la personne va pouvoir gagner la présidentielle, et derrière, bien sûr, cette victoire, il va pouvoir se relancer sur le plan politique en étant plutôt dans une position de pouvoir. N'oublions également pas qu'il n'y a pas longtemps, il s'est allié avec le pouvoir. Tout à fait. Avec Alassane Dramane Ouattara. Avant de le quitter pour dire qu'il ne trouve pas son compte, etc. Donc, si vous dites le positionnement, finalement, il est difficile de dire quel est son positionnement. Mais quand vous voyez souvent un politique avoir cette attitude, c'est qu'il a du mal à pouvoir lui-même mobiliser ce qu'il lui faut pour gagner des élections. Vous le voyez, essayez de regarder, quand on ne peut pas aller dans le camp qui va gagner, on va se mettre du côté de l'opposition pour renforcer l'opposition en espérant pouvoir tomber celui qui est au pouvoir. Donc là, il faut le dire de façon claire, en termes de positionnement, quand on suit ce qui s'est passé depuis quelque temps, il est un peu allé dans tous les sens. En termes de lisibilité, à mon avis, sa ligne politique n'est pas du tout claire présentement. Alors, comment comprendre le fait que, comme vous l'avez dit, il ne soit pas seulement porté ou renouvelé à la tête du parti, mais présenté directement comme candidat en 2025, et quand on sait que de l'autre côté, dans l'opposition, des voix s'élèvent pour qu'il y ait une coalition de l'opposition, lui aussi se porte candidat et aussi appelé à des coalitions. Finalement, comment comprendre ce jeu que font finalement les grands acteurs de la politique ivoirienne? C'est le jeu qu'on voit généralement dans nos pays. De plus en plus, il devient difficile à un parti seul, y compris même le parti au pouvoir, parce que d'habitude, quand on dit parti au pouvoir, tu as une coalition de 60, de 100 partis même, voilà, qui sont là, d'individus, d'organisations de la société civile, etc. La lecture est que de plus en plus, il devient difficile à un parti de gagner des élections. Ce qui fait que quand vous regardez les élections, de plus en plus, c'est des coalitions qui partent à des élections. Sur ce plan, je trouve qu'il faut une bonne lecture de cette situation en se disant ouvert à une coalition. Mais une des difficultés de nos oppositions, c'est le manque de générosité. On a vu plusieurs fois des gens se dire il faut qu'il y ait une coalition de l'opposition, le défendre mordicus, mais derrière ce que le gars défend, c'est lui le candidat idéal. C'est-à-dire, en fait, mettons-nous ensemble, mais il faut que ça soit derrière moi. Mais c'est ça qui pose problème. Quand on veut rassembler l'opposition, et quand on veut le faire de façon objective, mais on peut le faire sur la base de critères, en déterminant un profil, pour que n'importe qui ne puisse pas être candidat, et en ayant le courage de regarder les choses en face, pour essayer de voir qui est le candidat qui a le plus de chances de remporter les élections. Parce que quand on veut de l'alternance, c'est pas ça que cela passe. Mais dès qu'un choix est fait, mais vous allez voir que très rapidement, les avis changent. Moi, je me rappelle encore de ce qui s'était passé en RDC. Justement. Ça a été tellement dur. Quand on a réussi à trouver un candidat, qui s'était dit est sorti, chacun a trouvé son argument, ma base n'est pas d'accord, je ne sais pas quoi. Mais le problème de fond, c'est que chacun se voit ce candidat unique de l'opposition. Et dans le discours, il n'y a pas cette sincérité qui puisse permettre d'aboutir effectivement à un choix de candidat sur des bases politiques, mais des bases politiques qui sont objectives. Mais il risque d'être confronté à cela parce que ce qui est clair, Thiam est déjà sur la route. C'est clair avec le PDCI. Quoi qu'on dise, Afri N'Guessan n'a pas le poids du PDCI. Il a plutôt intérêt à aller s'allier avec le PDCI ou avec un autre parti. Donc, autrement, quelles sont les chances dont il dispose, à défaut d'être directement candidat à la présidentielle, au moins d'être candidat d'une coalition d'opposition? Est-ce qu'il a des chances d'être candidat d'une coalition de l'opposition? Mais ça va dépendre. Face à Gbagbo, face à Simone, face à Blé Goudé, si eux tous ils sont candidats, face à Tidjane Thiam, au RHDP également, dont le candidat n'est pas encore connu. D'ailleurs, lui, il soupçonne déjà Ouattara de vouloir chercher un 4e mandat. Bon, curieusement, il demande à Ouattara d'aller à la retraite, alors que lui-même, il a 71 ans. Donc, si Ouattara part à la retraite, je me dis que lui aussi, il doit pouvoir aller à la retraite avec le président Ouattara. En fait, c'est pourquoi je dis, il y a un peu ce problème avec nos politiques.
un politique, il doit avoir une idéologie, il doit avoir un positionnement, il doit pouvoir l'assumer. De sorte qu'on identifie la personne par rapport à une idéologie donnée. Après, quand on lit la personne dans ses actions, on voit une logique, on voit une constance. Ça n'a pas été son cas, il faut le dire clairement. Et est-ce que ce n'est pas même ce qui a fait que quand il a tiré pour prendre le FPI, mais beaucoup ne l'ont pas suivi, parce que ça, il faut le dire quand même objectivement, les résultats des élections l'ont montré. En 2015, il s'est retrouvé avec moins de 10% en termes de résultats. Ensuite, quand il est allé au niveau des élections pour la députation, il s'est retrouvé avec 2 députés dont lui-même. Ben, la partie Gbagbo, c'est-à-dire l'autre FPI, s'est retrouvé avec 18 députés. Bon, ça, on a des éléments concrets qui montrent que sur le terrain, il a pris le nom FPI, mais c'est comme s'il n'a pas pris le contenu. Parce que les résultats sont là, les résultats sont extrêmement clairs. Donc c'est pourquoi moi je ne me laisse pas impressionner par les 4500 délégués qu'il a pu rassembler à Yamoussoukro. Les élections viendront, on saura clairement qu'est-ce qu'ils pèsent. Maintenant, c'est un peu ça aussi le jeu des politiciens. Démonstration de force pour pouvoir négocier en position de force. Et en ce moment, de 2 choses l'une, soit on essaie de se mettre devant, je vois mal s'il doit se faire une coalition avec le PDCI par exemple, que le PDCI accepte que Tidjam se mette derrière Pascal Affi N'Guessan. C'est clair que si c'est dans ce sens, ça ne marchera pas. Est-ce que Affi N'Guessan est capable aujourd'hui d'aller s'allier à nouveau avec Gbagbo, avec le PPACI? Grande interrogation. Ce n'est pas évident. Avec Simone éventuellement, parce qu'on n'a pas senti véritablement de problème, sauf que quand le FPI, quand une partie du FPI voulait boycotter, Simone était plutôt du côté de ceux qui voulaient boycotter, et lui il avait forcé pour aller aux élections à l'époque parce que Gbagbo n'était pas libéré en ce moment-là. À part cette brouille, on ne semble pas voir autre chose, mais même dans ça, ça montre que clairement, il risque d'être plus soit un candidat de soutien par rapport à une des grosses têtes pour les prochaines élections, ou bien il va être un cavalier seul, vouloir se mesurer lui-même avec son FPI à l'élection présidentielle pour éventuellement, après les élections, négocier avec celui qui est arrivé au pouvoir, comme il l'a déjà fait avec le RHDP. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro du décryptage, mais que faut-il retenir de cette candidature de Pascal Affi N'Guessan à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire? Je me dis, il est en train de s'apprêter, et il n'a pas tort. Les élections, c'est en octobre 2025, donc pratiquement il ne reste même plus une année. S'il doit véritablement aller aux élections, c'est le moment effectivement de mobiliser ses propres troupes pour que le travail de terrain soit fait avant le sprint final qui est la campagne électorale. Parce qu'il faut tout le temps le répéter, ce n'est pas la campagne électorale qui fait gagner des élections, il y a tout un ensemble d'activités qu'il faut pouvoir mener sur le terrain avant cela, mais s'il est dans cette logique, mais il est en train de se comporter comme un bon politique. Mais pour le moment, de ce que j'ai vu, je ne crois pas trop à ses chances pour pouvoir devenir le prochain président de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans l'invité.